Tout d'abord, je me félicite de la décision des pays du G7, des alliés de l'OTAN, d'utiliser les fonds russes démobilisés pour financer un prêt à l'Ukraine afin de les aider à obtenir plus de soutien financier de l'Occident pour s'assurer qu'ils peuvent faire face à l'agression russe. On va revenir sur cette réunion du G7 puisque un accord a été trouvé pour mettre au point un financement spécial pour Kiev. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'un, si ce n'est le sujet central de ce G7. Les dirigeants vont mettre au point un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? C'est que pour contracter ce prêt, les actifs russes gelés vont être utilisés comme garantie. On le sait, la Russie ne peut pas y toucher. Alors, pendant que ces actifs dorment dans des caisses, les obligations génèrent des intérêts, les actions génèrent des dividendes. Le G7 va donc utiliser ses revenus pour financer un prêt pour l'Ukraine. On écoute Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle vient de s'exprimer. Tous les pays du G7 vont contribuer à ce prêt, comme ils contribuent déjà en partie au prêt européen accordé à l'Ukraine. Ce sont les bénéfices tirés des actifs russes immobilisés en Europe qui serviront à le financer. Et les ministres des Finances sont en train d'examiner les détails. Alors Laura, de quelle somme parle-t-on? Alors l'Union européenne et les pays du G7 ont immobilisé 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. À cela s'ajoutent des actifs privés des personnes liées au Kremlin, des oligarques notamment. Au total, selon un institut de réflexion ukrainien, presque 370 milliards d'euros sont immobilisés. Alors dans ce contexte, l'Union européenne a un rôle essentiel puisqu'une partie très importante du pactole est immobilisée en Belgique. 190 milliards d'euros sont actuellement stockés chez un organisme de fonds privés qui s'appelle Euroclear. L'organisme a stocké sur un compte séparé les revenus qui sont issus de ces actifs et ça fait environ 3 milliards d'euros récoltés en 2023. Ursula von der Leyen parle de ces revenus et ce sont sur ces revenus que le prêt de 50 milliards de dollars va être fait. Alors quel est le plan du G7? Récupérer les milliards d'euros de revenus de ces actifs chaque année, se servir des fonds récupérés comme une caution pour décaisser tout de suite 50 milliards de dollars, une somme qui servirait à financer l'armement de l'Ukraine et à plus long terme la reconstruction du pays. Le problème, c'est que c'est très compliqué juridiquement. Par exemple, quel pays va prendre le risque? Quel pays va se tenir garant de ce prêt? La question se posera, par exemple, si les actifs sont dégelés, si la Russie quitte l'Ukraine. Les politiciens, les dirigeants ont trouvé un terrain d'entente et c'est désormais aux techniciens de trouver un cadre, un calendrier pour finaliser tous ces détails. Merci Laura Cambo. Ce sont des voleurs. Nous l'avons compris depuis longtemps. Auparavant, ils volaient au sens politique du terme, en refusant des accords, en essayant de tromper quelqu'un. Mais maintenant, ils volent au sens littéral, puisqu'ils cherchent des moyens légaux de confisquer les actifs russes, si j'ai bien compris, dans un premier temps de confisquer les bénéfices qu'ils tirent de ces actifs et de les envoyer en Ukraine. Les Européens ont encore quelques signes de respect pour leurs propres lois. C'est pourquoi ils retardent ces décisions. Mais selon nos informations, les Américains leur expliquent, lors de contacts fermés, comment modifier ces lois afin de tout prendre et de tout voler. Nous verrons bien. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a commenté ce sujet aujourd'hui et a déclaré que si une telle confiscation avait physiquement lieu, nous aurions également quelque chose à confisquer en réponse. En utilisant le dollar comme une arme, les États-Unis et l'Occident collectif ont discrédité les institutions financières internationales. D'abord, ils ont été dévalués par l'inflation dans la zone dollar-euro. Puis hop, je t'embrouille, nous ont volé nos réserves d'or et de devises. Ce lundi, 17 juin 2024, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rencontré le président des États-Unis, Joe Biden, à la Maison-Blanche, à Washington. À cette occasion, M. Stoltenberg a dévoilé les derniers chiffres relatifs aux dépenses de défense et il a évoqué les dossiers prioritaires du prochain sommet de l'OTAN. Et comme vous pouvez vous y attendre, l'Ukraine est le dossier prioritaire par excellence. Vous allez écouter, dans cette vidéo, ses propos à la sortie de la rencontre avec Biden et vous comprendrez que l'OTAN rentre en guerre officiellement avec la Russie et la paix est encore loin dans ces conditions. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous.
À la fin, nous évoquerons des leçons d'excellence à en tirer pour sa vie personnelle et professionnelle. Allons-y. Bonjour. Je viens d'avoir une bonne réunion avec le président Biden. Nous avons discuté du prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra ici à Washington le mois prochain, où nous célébrerons le 75e anniversaire de l'alliance la plus réussie de l'histoire, l'OTAN, mais aussi où nous prendrons des décisions importantes pour l'avenir, notamment en matière de dépenses de défense. J'ai partagé avec le président les nouveaux chiffres que nous avons montrant que cette année, 23 alliés dépenseront 2% du PIB ou plus pour la défense, soit 2 fois plus qu'il y a seulement 4 ans, ce qui démontre que de plus en plus d'alliés se mobilisent vraiment et investissent davantage dans notre sécurité. Nous prendrons également des décisions importantes concernant l'Ukraine. Je m'attends à ce que l'OTAN joue un rôle de premier plan en fournissant une assistance en matière de sécurité et de formation, et aussi à ce que les alliés s'engagent à fournir un soutien militaire et financier supplémentaire à l'Ukraine. J'ai donc hâte de revenir à Washington pour assister au sommet de l'OTAN et célébrer l'OTAN ici, à Washington, le mois prochain. Je m'attends à ce que, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se réuniront ici à Washington dans quelques semaines, nous convenions que l'OTAN assumera un rôle de premier plan en fournissant une assistance en matière de sécurité et de formation. Je m'attends à ce que cela soit dirigé par un général 3 étoiles. Il s'agira de fournir la logistique, le soutien nécessaire pour mettre en place les capacités dont l'Ukraine a besoin. Il sera très probablement situé à Stuttgart, en Allemagne, dans les installations américaines, et il y aura plusieurs centaines de personnels pour organiser et faciliter l'assistance en matière de sécurité pour l'Ukraine. C'est important car cela fournira plus de prévisibilité, plus de responsabilité en ce qui concerne notre soutien à l'Ukraine, et cela réduira également la charge sur les États-Unis. J'accueille bien sûr favorablement la décision du Congrès américain d'allouer 60 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Mais je salue également le fait que les États-Unis et le Canada égalent ce que font les États-Unis. Et en donnant à l'OTAN un rôle plus important, nous veillerons à ce que la charge sur les États-Unis soit réduite et que nous ayons un soutien à long terme plus important pour l'Ukraine. Tout d'abord, je me félicite de la décision des pays du G7, des alliés de l'OTAN, d'utiliser les fonds russes démobilisés pour financer un prêt à l'Ukraine afin de les aider à obtenir plus de soutien financier de l'Occident pour s'assurer qu'ils peuvent faire face à l'agression russe. Deuxièmement, je salue le sommet pour la paix qui a eu lieu en Suisse ce week-end. Cette initiative a un large soutien international pour l'Ukraine. Mais nous savons aussi que ce qui se passe autour de la table des négociations est inextricablement lié à la situation sur le champ de bataille. Et tant que le président Poutine croira qu'il peut gagner sur le champ de bataille, qu'il peut nous attendre, il n'y aura pas de paix durable et juste en Ukraine. Donc, si vous voulez la paix en Ukraine, la meilleure façon d'y parvenir est de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine afin qu'ils puissent négocier à partir d'une position de force et s'assurer que l'Ukraine reste une nation souveraine et indépendante. Quant à la Russie, elle n'a pas vraiment fait d'offre. Le président Poutine a déclaré que la condition préalable à un cessez-le-feu était que l'Ukraine devait céder encore plus de terres, devait céder toutes les 4 provinces que la Russie a annexées sans les contrôler. Donc non seulement l'Ukraine devrait céder les terres que la Russie contrôle aujourd'hui, mais l'Ukraine devrait également céder des terres que la Russie ne contrôle pas aujourd'hui. C'était une condition préalable à un cessez-le-feu. Ce n'est pas une offre de paix. C'est une proposition selon laquelle la Russie devrait en fait atteindre ses objectifs de guerre en convainquant l'Ukraine de renoncer à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. L'OTAN dispose depuis des décennies d'une dissuasion nucléaire, et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau non plus que nous modernisions cette dissuasion nucléaire en remplaçant les anciens avions, les avions hérités, par un nouvel avion moderne de 5e génération, et les États-Unis modernisent les armes qu'ils ont déployées. Donc ce n'est rien de nouveau.
C'est une modernisation de la dissuasion nucléaire de l'OTAN qui se poursuit depuis un certain temps, et nous avons été transparents à ce sujet, et cela a été communiqué depuis de nombreuses années. Non, il n'y a aucun plan pour augmenter le nombre d'armes. Ce que nous faisons, c'est remplacer les avions. Les avions hérités par de nouveaux avions modernes de 5e génération, et les États-Unis modernisent les armes. Donc c'est une modernisation de la dissuasion nucléaire que nous avons depuis de nombreuses années. Ce n'est pas nouveau, et c'est quelque chose que nous avons communiqué depuis longtemps. Chers amis, que pensez-vous des agissements de l'OTAN? Pourquoi ces pays préfèrent la guerre à la paix? N'est-ce pas fou d'investir autant dans les armes au lieu d'œuvrer pour le bien-être des populations? Une analyse critique des propos du secrétaire général de l'OTAN permet de soulever des questions importantes et de mettre en lumière plusieurs aspects controversés des décisions et actions de l'OTAN. Examinons ces aspects plus en détail. 1. Utilisation des avoirs russes. L'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine est un point de contentieux majeur. Du point de vue de la Russie, cela constitue une mesure agressive qui non seulement exacerbe les tensions, mais pourrait aussi être perçue comme une expropriation illégitime. Cette action peut être interprétée comme une escalade économique et un précédent dangereux dans les relations internationales. 2. Refus des propositions de paix de la Russie. Le refus de l'OTAN de considérer les propositions de paix de la Russie, même si elles sont jugées inacceptables, alimente le narratif que l'OTAN préfère poursuivre la guerre. En refusant catégoriquement les conditions proposées par Poutine sans offrir de contre-proposition ou chercher un compromis, l'OTAN peut sembler intransigeante, ce qui réduit les chances de négociation et prolonge le conflit. 3. Coût humain et économique. La prolongation du conflit entraîne un coût humain énorme. Des milliers de vies sont perdues, et des millions de civils continuent de souffrir. Le soutien militaire et financier massif à l'Ukraine par l'OTAN et ses alliés implique des dépenses énormes qui pourraient être perçues comme une allocation inefficace des ressources, surtout si le conflit s'enlise sans issue claire. 3. Risque d'escalade nucléaire. La modernisation des capacités nucléaires de l'OTAN, même si elle est présentée comme une simple mise à jour, peut être perçue par la Russie comme une escalade, augmentant ainsi le risque d'une confrontation nucléaire. Les tensions croissantes et l'absence de dialogue substantiel entre les grandes puissances nucléaires augmentent le risque d'erreurs de calcul et de conflits accidentels, ce qui serait catastrophique à une échelle mondiale. 4. Appel au bon sens et à la diplomatie. Pour éviter une escalade vers une guerre plus large, y compris une possible guerre nucléaire, il est crucial que l'OTAN et la Russie s'engagent dans un dialogue sérieux et cherchent des solutions diplomatiques. La guerre en Ukraine a des implications globales, et une approche plus équilibrée et pragmatique est nécessaire pour éviter des conséquences désastreuses. En somme, le secrétaire général de l'OTAN a présenté une vision d'une alliance renforcée et déterminée à soutenir l'Ukraine, mais cette vision doit être tempérée par une reconnaissance des risques et des coûts associés. Les actions de l'OTAN, bien que justifiées par des principes de défense collective et de soutien à un allié, doivent être réévaluées dans le contexte d'une stratégie globale de paix et de stabilité. La communauté internationale doit encourager les efforts de médiation et de négociation pour trouver une solution pacifique durable au conflit, en tenant compte des préoccupations de toutes les parties impliquées. Voici quelques points clés à retenir pour exceller dans sa vie personnelle et professionnelle. 1. Éviter l'intransigeance. Ne pas rejeter catégoriquement les propositions de compromis. Être flexible et prêt à négocier peut souvent mener à des solutions plus harmonieuses dans les relations personnelles et professionnelles. 2. Réduire les conflits inutiles. Plutôt que de prolonger les conflits, chercher des moyens pacifiques de résoudre les différends. Cultiver la paix et la compréhension est essentiel pour des relations saines. Dans les situations tendues, évitez d'aggraver les tensions. Recherchez des moyens de désescalade et de compromis pour éviter des conséquences négatives plus graves. 3. Gérer les ressources avec sagesse. Évitez de dépenser des ressources, temps, argent, énergie, de manière excessive dans des efforts qui peuvent être infructueux ou prolonger les problèmes. Une gestion prudente et efficiente des ressources est cruciale. 4. Favoriser le dialogue. Ne pas ignorer les propositions et les perspectives des autres, même si elles semblent inacceptables au premier abord. Encourager un dialogue ouvert et constructif peut mener à de meilleures solutions. 5. Rechercher des solutions durables. Ne pas se contenter de mesures temporaires ou de surface. Travailler à trouver des solutions durables qui résolvent les problèmes à leurs racines. 6. Transparence et communication. Ne pas seulement se contenter de déclarations de transparence sans véritable communication. S'assurer que les intentions et les actions sont clairement expliquées et comprises par toutes les parties prenantes. 7. Préserver l'éthique. Éviter les actions qui peuvent être perçues comme injustes ou agressives. Maintenir une conduite éthique et juste dans toutes les décisions professionnelles. En observant ce que l'OTAN pourrait améliorer, il est possible d'apprendre à cultiver la flexibilité et la capacité de compromis.
Préférer des solutions pacifiques et durables aux conflits prolongés. Gérer les ressources de manière efficace et équilibrée. Maintenir une communication claire et transparente. En déplacement dans le Grand Assurer Nord une ce distribution lundi, équitable des Vladimir Poutine a responsabilités inauguré et du de nouveaux soutien. sous-marins nucléaires Conserver qui des doivent normes accroître éthiques la élevées dans puissance toutes les navale de actions. la Russie. En appliquant ces Krasnoïarsk, leçons, on peut l'empereur éviter les Alexandre erreurs III potentielles était en et améliorer construction tant sa pendant vie près de personnelle 6 que ans professionnelle. Et représente la 4e Partagez génération de avec nous vos sous-marins avis à en propulsion commentaire. nucléaire russe. À très Ils bientôt. rejoindront la flotte du